Après avoir parlé de biodiversité, on va s'intéresser à l'aménagement des villes et à ce qui fait le fil rouge de cette journée, c'est l'adaptation climatique. Je vous présente Stéphane Guillot. Bonjour, vous êtes délégué scientifique développement durable et risques au CNRS. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Rosalie Mann. Bonjour, vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association No More Plastic. Et à mes côtés, également Christophe Ferrari. Bonjour, vous êtes le président de Grenoble-Alpes Métropole et également maire de Pont-de-Clé. Peut-être avant de démarrer le sujet, vous donner une petite phrase qui, je trouve, correspond bien à notre sujet et puis même à la journée. Hubert Reeves disait « L'homme mène un combat contre la nature. S'il le gagne, il l'a perdu ». Quand on parle d'adaptation, je pense qu'il faut peut-être faire effectivement redire encore que l'adaptation, c'est pas la lutte. Et peut-être, Stéphane Guillot, vous entendre sur exactement ce que signifie l'anticipation, l'adaptation, parce que c'est peut-être le premier pas indispensable à avoir. Oui, bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et puis également d'avoir organisé cette journée. C'est important, je pense, d'informer les décideurs, les industriels et aussi le grand public sur ces choses très importantes autour du changement climatique. Je pense qu'avant de parler d'adaptation, il faut parler des deux termes qui sont très importants, c'est atténuation d'une part et adaptation d'autre part. Je pense qu'on en a beaucoup discuté, Bruno en a parlé juste avant, Jean Jouzel avant. On est à un moment critique dans l'histoire de notre planète. Quand j'étais étudiant à Lyon, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'était à peu près 320 ppm. Nous sommes actuellement à 420 ppm. Nous avons augmenté en 30 ans, à peu près de 25% la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On parle aussi de biodiversité. C'est une diminution de 70% des insectes en Europe. Des millions d'insectes, des milliards d'insectes disparaissent tous les jours. Et donc, nous devons, avant même de parler d'adaptation, d'atténuation. C'est la première chose que nous devons faire. Il faut trouver les moyens d'adapter nos sociétés en diminuant ces impacts autour de nous, que ce soit le CO2, que ce soit autour de la biodiversité. Ceci dit, ce que l'on sait également, c'est que le processus d'adaptation, il va être long. Parce que même si, dès aujourd'hui, on fait quelque chose, nous en verrons les effets dans 40, 50 ans. Le cycle du CO2 dans l'atmosphère, c'est entre 100 et 150 ans. Donc, quoi qu'on fasse, dès maintenant, nous allons avoir pour au moins 100 ans ou 150 ans des effets. Et donc, nous devons nous adapter. Donc, première chose, nous devons atténuer, c'est vraiment fondamental. Et nous le faisons en France, hein. C'est 5% de réduction de CO2 par an. C'est une bonne chose. On est sur la trajectoire des accords de Paris. Nous y sommes, et c'est très bien. Mais ce n'est pas vrai pour le reste du monde. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, par contre, il faut s'adapter parce que, effectivement, malgré cette atténuation, on va avoir des effets qui vont se poursuivre et on doit adapter en particulier nos villes. Ces propos, Rosalie Mann, je pense que ça résonne plutôt avec le combat que vous menez. Alors, je vais grossir le trait, hein, contre le plastique, mais on verra un peu plus tard que dans certains cas, effectivement. Justement, prendre des décisions aujourd'hui en sachant que les effets ne seront visibles et en tout cas sensibles que dans 100 ou 150 ans, c'est quelque chose que vous menez aussi dans le combat contre l'utilisation du plastique dans certaines conditions. Absolument, parce que toutes les actions qu'on ne met pas en place aujourd'hui, c'est un temps de retard qu'on prend. Et il y a un point qu'on oublie très souvent dans le changement climatique, c'est l'impact du plastique et notamment des microparticules et des nanoparticules qui sont présents dans l'atmosphère. On parle beaucoup des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère et beaucoup moins des nanoparticules. Et ces nanoparticules qui sont présents dans l'atmosphère ont un impact direct sur la formation des nuages, sur l'intensification des intempéries comme les pluies diluviennes, les ouragans, etc. Et ces points-là sont très importants à comprendre pour avoir une véritable adaptation viable à l'avenir, surtout quand on apprend qu'il faut presque 100 ans, 150 ans pour voir les effets. On reviendra justement sur les effets climatiques des nanos et microparticules, notamment tout à l'heure. Mais j'ai envie de me tourner vers celui qui adapte les villes, c'est-à-dire bah oui, si, ne faites pas la moule, le politique. Christophe Ferrari, vous êtes un scientifique, hein, vous avez travaillé sur la pollution du mercure notamment. Donc tous ces discours-là, c'est entendable en tout cas pour vous.
quand on alerte sur justement les effets et l'obligation de prendre des décisions, en tout cas rapidement, en sachant que l'effet est à long terme, comment vous, quand vous êtes aux manettes d'une collectivité, comment est-ce que ça se traduit? Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour l'invitation et la qualité des débats et des échanges. Cela vient d'être dit, on a deux enjeux très forts. Atténuer, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon extrêmement forte dans nos territoires et également nous adapter aux conséquences tout simplement du changement climatique qui de toute façon est déjà à l'œuvre et sera à l'œuvre encore plus demain. Et nous le voyons vraiment très clairement dans les territoires alpins, je dirais en termes d'évolution. Tout à l'heure, j'écoutais ces éléments sur la biodiversité. Aujourd'hui, nous le voyons, nous l'observons dans nos montagnes, les espèces végétales, les arbres qui ne poussent plus, qui disparaissent. Donc, ces deux aspects, à la fois atténuation et adaptation. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales sont clairement, je dirais, les actrices et les acteurs de ces politiques-là. Aujourd'hui, dans la métropole grenobloise, toutes nos politiques sont tournées à la fois sur ces questions d'atténuation et d'adaptation sur l'ensemble de nos politiques publiques et de nos compétences. Je vais prendre quelques exemples tout simplement. Ce que l'on mesure dans l'agglomération grenobloise, qui a toujours été historiquement connue comme étant la cuvette, avec des effets extrêmement amplifiés de froid l'hiver et de chaud l'été. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est moins froid l'hiver, très clairement, mais beaucoup plus chaud l'été, et puis surtout un rythme de précipitation qui échappe d'une certaine façon à une logique, je dirais, où on a retracé historiquement ce qu'étaient la pluviosité dans les Alpes. On voit ces événements de pluie extrêmement puissantes, très courtes, très localisées, très brutales, qui se mêlent à d'autres aspects. L'événement de la Bérarde que vous avez tous vu sur vos écrans il y a quelques mois de cela, qui a totalement dévasté un village emblématique des Alpes, nous montre à quel point on doit s'adapter à ces deux sujets. Alors, toutes nos politiques publiques doivent concourir à cette adaptation et atténuation également. Que lorsque construit des pistes cyclables qui soient généreuses, adaptées, larges, mais qui modifient de façon substantielle l'organisation de nos villes, parce qu'en fait c'est tout cela, nos villes ne sont pas adaptées au changement climatique, ne sont pas adaptées à ces épisodes de canicule que nous connaissons, et à Grenoble évidemment, mais comme dans d'autres villes de France. Aujourd'hui, on dit souvent, en écoutant les spécialistes du climat, que Grenoble pourrait être l'équivalent de la ville de Séville dans quelques années. Alors ça nous apparaît tout de suite très sympathique de dire ça. On se dit, ah, merveilleux, la vie espagnole, enfin, les gens vont être heureux. Bon, bref, mais c'est pas ça du tout quand même qui nous attend, parce que nos villes n'ont pas été adaptées à à ces phénomènes qui vont durer et qui vont démarrer beaucoup plus tôt dans l'année. On commence à avoir des canicules aujourd'hui en mai, en avril parfois, on les a en octobre, septembre très clairement, et tout ceci va maintenant s'aligner pour faire que tout ceci va faire d'avril à octobre, on va avoir ces périodes de canicule. On a travaillé, nous, on travaille beaucoup, alors je ne sais pas si c'est une déformation que du président, mais on est une ville très scientifique et une métropole très scientifique. Donc on s'appuie sur les travaux des collègues des équipes universitaires pour encore une fois comprendre et agir de la meilleure façon. Mais effectivement, on a aujourd'hui déjà plus de 15 jours à Grenoble avec des températures qui sont supérieures à 35 degrés. 35 nuits tropicales, ce qu'on appelle tropicales, où on a effectivement des écarts entre le jour et la nuit qui ne sont plus du tout, finalement, qui nous permettent de les absorber et notre système humain. Peut-être juste, j'aimerais bien qu'on revienne avec des exemples, mais d'abord peut-être Stéphane Guillot. On entend dans le discours
du président d'une collectivité, la volonté de s'adapter. Est-ce que pour autant, toutes les solutions que l'on pense bonnes sont des bonnes solutions? Vous parlez de solutions de maladaptation. Alors oui, merci pour cette question. Effectivement, on peut imaginer que des solutions qui sont simples sont adaptées. Un exemple extrêmement concret, c'est par exemple le blanchiment des villes. On pourrait se dire, pourquoi, et d'ailleurs c'est un sujet, pourquoi on ne peindrait pas nos toits en blanc et toutes nos routes en blanc? Puisqu'effectivement, ça serait une solution. Eh bien, ce n'est pas une bonne adaptation. Et ça, c'est les scientifiques qui l'ont montré par des études sur la thermicité, tout simplement parce que quand vous avez une ville qui est toute blanche, vous avez la réflexion de la lumière qui se fait dans la journée. C'est ce qui se passe dans les villes du Sud. Hein. Vous allez en Crète, vous allez au Maroc, ces villes sont blanches, mais la ville dans la journée n'est pas vivable parce qu'il fait des chaleurs incroyables. Donc c'est bien pour la nuit, puisque vous avez réfléchi de la lumière, mais dans la journée, vous ne pouvez plus vivre dans la ville. Une bonne solution d'adaptation sur la ville, c'est la renaturation. Ça, c'est une solution qui est excellente. Elle amène tout à la fois... Donc, renaturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet des sols avec des arbres, on remet donc du vivant qui permet tout à la fois d'avoir un système d'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'en fait, le système, vous avez un cycle de l'eau qui se fait, l'eau est absorbée et elle n'est pas évacuée par le béton, donc elle ne va pas ruisseler, elle est absorbée par le sol, et les arbres vont créer de l'évapotranspiration, donc diminuer la température de la ville. Ça, c'est une adaptation extraordinaire. Ça ramène aussi de la biodiversité dans la ville. Nous avons besoin de cette biodiversité. On ne peut pas opposer la ville et les champs. Hein, donc il faut aussi avoir ça en tête, que par exemple, ça c'est une bonne solution. Inversement, évidemment, la climatisation est probablement une des pires des maladaptations. Parce que ça, c'est la première solution à laquelle on pense. C'est évidemment la première solution, puisqu'on va rafraîchir, mais on sait très bien que c'est la pire des solutions, puisqu'on va augmenter l'énergie dans le système, dans l'atmosphère, et donc encore réchauffer la ville. Donc ça, c'est typiquement une maladaptation. Rosalie Mad, quand on entendait le béton et faire en sorte au contraire que ça ne ruisselle pas mais que la terre puisse s'absorber, dans ce qu'on met aussi quand on aménage les villes, et on va pouvoir en reparler tout à l'heure avec Christophe Ferrari, mais aussi dans le choix des matériaux que l'on utilise pour aménager sa ville, est-ce que là aussi il n'y a pas un changement d'état d'esprit et de regard à dire peut-être qu'il faut regarder s'il y a trop de plastique là ou là et revenir à des solutions plus, j'allais dire ancestrales, mais finalement qui sont peut-être aussi des solutions d'avenir? Oui, absolument. En fait, on utilise... Alors, le plastique, c'est important dans l'urbanisation de nos villes. Attention, l'histoire n'est pas de faire du plastic bashing, etc. Mais il faut comprendre vraiment la matière. Aujourd'hui, la matière du plastique se dégrade en microparticules et nanoparticules qui vont dans l'atmosphère, qui vont dans les sols, qui vont dans la mer et nos cours d'eau, etc. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que ces matériaux plastiques ou plastiques recyclés, on voit beaucoup de matériaux de dalles, et j'aime bien l'idée de maladaptation parce que c'est vraiment l'exemple d'une maladaptation, de faire des dalles de sol ou des briques pour des maisons, etc., en plastique recyclé. En fait, tous ces plastiques recyclés issus de la pétrochimie dégagent des gaz à effet de serre au contact UV du soleil. Donc on comprend très vite que ce n'est pas une solution et qu'au contraire, c'est une maladaptation. Au-delà de ça, ces matériaux, ils se dégradent en microparticules et nanoparticules qui vont dans les sols et qui a un impact direct sur les vers de terre. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave. Si, c'est très grave parce que les vers de terre sont aujourd'hui en voie d'extinction à cause de ces microparticules de plastique, sans compter qu'il y a vraiment une concentration extrême de ces microparticules et nanoparticules dans l'atmosphère. Donc tous ces points-là, il faut les mesurer quand on parle d'adaptation, d'urbanisation de nos villes, etc. Donc évidemment, on va avoir besoin de plastique, mais il faut voir dans quelle mesure. Et le mettre, par exemple, mélangé à nos goudrons pour les sols, etc., ça vient imperméabiliser nos sols. C'est un peu ce qui s'est passé à Valence. Il y a eu des pluies diluviennes qui sont venues d'un seul coup, etc. Et les sols n'ont pas pu absorber parce qu'il y a ce plastique imperméable mélangé au goudron. Ce sont des choses qu'il faut qu'on comprenne. Et ce qu'on constate, nous, à No More Plastic, c'est que très souvent, les commerciaux de ces entreprises ne maîtrisent pas réellement les matières. Ils pensent savoir ce qu'ils recommandent, mais finalement, il leur manque des données. Et c'est là où c'est très important que nous comprenions réellement les impacts de nos choix pour ne pas faire de mauvais choix et faire une adaptabilité qui soit juste, parce qu'en ne changeant pas le statu quo de notre société,
on ne va pas pouvoir s'adapter comme il faudrait face aux intempéries qu'on va avoir quoi qu'il arrive. Peut-être, avant de vous redonner la parole, Christophe Ferrari, il y a une modélisation qui est née après la tempête Alex, parce que pas très loin de Grenoble, il y avait les Alpes-Maritimes, et la tempête Alex a ravagé les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée en 2020. Il y a une modélisation qui est née de cet extrême épisode qui n'était évidemment, et là je vous rejoins, inattendu, puisque la région n'avait pas connu ça auparavant. On sait aujourd'hui que ça va revenir. Donc on a le préfet qui avait été nommé pour reconstruire les vallées a sorti une modélisation, un modèle qui fait notamment, qui s'appuie sur la concertation citoyenne et sur finalement revenir aussi à remettre en valeur ce qui fait on va dire les spécificités d'un territoire, notamment par exemple les restants quand c'est le cas. Est-ce que ça c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte, de revenir finalement à l'histoire du territoire pour faire en sorte de pas, on va dire, lier l'économie et l'adaptation au changement climatique? D'abord, je dirais ces épisodes aujourd'hui de précipitations extrêmement intenses, brutales, et qui n'ont pas été enregistrées, je dirais, dans l'histoire récente de nos territoires, nous montrent à quel point nous allons être confrontés à des oscillations qui finalement nécessitent sans aucun doute de revoir nos cartes d'aléas sur un certain nombre de sujets de risque. Et vu ce qui s'est passé quand même à Valence en Espagne, vu ce qui se passe à d'autres endroits, il faut qu'on soit extrêmement prudent sur ces sujets en termes de protection des populations. C'est Valérie Masson-Delmotte qui le disait, une scientifique bien connue aussi sur ces sujets, au Climat Libé-Tour que nous avions à Grenoble lorsqu'elle est venue à l'occasion d'une table ronde. Mais nos systèmes administratifs aujourd'hui en France sont à une vitesse qui ne permettent pas d'être dans cette logique d'anticipation beaucoup plus rapide des sujets. Donc oui, bien sûr, il faut comprendre l'histoire de nos territoires, la résilience, comment tout ceci s'est construit, mais sans aucun doute, nous allons être confrontés à des événements dont la nature et la géographie n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels il faut beaucoup d'humilité et de travailler en anticipation sur nos grandes rivières alpines, comment justement on arrive à permettre, là aussi en termes de protection et d'adaptation, à ce que les lits de ces rivières ne deviennent pas finalement des vecteurs demain de puissantes inondations extrêmement rapides. Donc ça veut dire tous les plans d'adaptation de ces cours d'eau qui n'ont jamais été faits, nous, dans notre région, alors que c'était du domaine de l'État, qui n'ont jamais été entretenus depuis 50 ans dans nos territoires. C'est à nous de le faire aujourd'hui, et ça se chiffre en plusieurs cinquantaines, soixantaines, 70 millions d'euros. C'est aussi le sujet du coût de l'adaptation. Du coût de l'adaptation et qui le paye. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout faire, nous, tout seuls, les collectivités. Déjà qu'on s'est pris un coup de bambou sur la tête, en tout cas, depuis hier soir, il l'est un peu moins, le coup de bambou. Il s'éloigne un petit peu. On ne sait pas, c'est remis à quelque chose. Mais ça va nous poser la question à un moment de la contribution des citoyennes et des citoyens et du budget de l'État à ces mécaniques d'adaptation. Parce qu'elles sont extrêmement coûteuses. Nous adapter, réparer, c'est extrêmement coûteux aujourd'hui, mais il faut absolument le faire. C'est un vrai débat politique citoyen, hein. Quelle est la contribution de chacun, finalement, pour nous adapter, pour lutter contre tout simplement ce changement climatique? Sur la réparabilité, Stéphane Guillot, c'est prendre soin de ce que l'on a déjà pour que ça dure dans le temps. Est-ce que ça, c'est pas aussi une notion un peu qu'on réintroduit finalement? On accepte aujourd'hui de réparer des appareils électroménagers, par exemple. Est-ce que c'est pas une notion aussi qui doit davantage être intégrée dans les politiques d'aménagement? Alors, avant de répondre sur votre question, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe et je voudrais parler comme d'un événement que les gens réalisent bien. Ce qui s'est passé à Valence il y a 15 jours, c'est ce qu'on appelle maintenant un Medi-Keynes. C'est-à-dire qu'avant, on parlait des événements Cévenol. Les événements Cévenol étaient très localisés. Ces événements Cévenol, en fait, maintenant, ils impactent l'ensemble du bassin méditerranéen. Il faut être conscient que ces événements sont liés au fait que la Méditerranée est une grande baignoire, qu'elle accumule de la chaleur et qu'il faut évacuer cette chaleur. Et le système est physique et thermodynamique, on ne sait pas faire autrement. Pour évacuer la chaleur, ça passe par des tempêtes. Ces tempêtes-là, elles vont devenir de plus en plus fréquentes. Et il faut effectivement adapter nos villes à cela. C'est-à-dire,
on va avoir des précipitations qui sont de 600, 800 mm en 24 heures. Ce qui tombait avant en 1 an tombe maintenant en 24 heures ou en 48 heures. Les villes ne sont pas adaptées à cela. Elles ne sont pas prêtes. Aucune de nos villes est faite pour ça. Il faut donner la capacité aux villes d'avoir des espèces de rivières, mais des rivières, nos rues deviennent des rivières, sans voiture, parce qu'on sait bien que c'est un obstacle majeur, et laisser à l'eau cette capacité d'être évacuée. Il faut lever les verrous hydrauliques. Il faut lever les verrous hydrauliques. Donc c'est vraiment important, c'est exactement ce que dit Christophe. On a un problème d'adaptation, ça coûte une fortune, mais il faut le faire parce que le coût, et c'est ce qu'a bien dit notre ministre tout à l'heure, le coût, si on ne fait rien, sera à peu près 7 à 8 fois plus élevé que ce qu'on engage maintenant. Donc ça, c'est fondamental. Pour revenir sur votre question sur la réparabilité, oui, au CNRS, on met en place tout un système de plus que de réflexion, d'endroits où on va pouvoir faire de la réparabilité. On veut mettre en place dans les villes, dans un certain nombre de villes tests, des lieux qu'on appelle des lieux totems, où on va mettre en place du recyclage. Comment on va pouvoir, entre les chercheurs qui travaillent sur un certain nombre de questions et le grand public, les citoyens, des endroits où on va pouvoir faire de la réparation. Ça se fait déjà de façon extrêmement modeste actuellement avec les vélos. Vous avez partout, se développent en France les systèmes sur les vélos. Il faut passer à une autre échelle. Il faut passer à une autre échelle, c'est comment on répare plutôt que de toujours acheter une fois qu'il faut changer une petite carte électronique ou je ne sais quoi, une chaîne ou n'importe quoi. Comment on passe à la réparabilité. Ça, c'est une façon de faire de l'atténuation, de la sobriété et qui nous amène donc vers l'adaptation. La réparabilité, Christophe Ferrari, c'est quelque chose que vous mettez aussi dans vos stratégies d'aménagement. Oui, cette question de la réparabilité, de la circularité, de l'utilisation raisonnée des ressources, de considérer qu'un déchet n'est jamais un déchet, mais est une matière première réutilisable. Nous, on l'a fait à la métropole grenobloise avec un projet qui s'appelle le Polaire, pôle R, avec pôle recyclage. Nous avons racheté l'ensemble des bâtiments de l'entreprise Schneider Electric, que tout le monde connaît bien dans ce pays, l'entreprise grenobloise, où nous avons installé l'ensemble des acteurs issus pour l'essentiel de l'économie sociale et solidaire, dont le but, c'est tout simplement de donner une seconde vie à peu près à tout. Donc ce polaire qui a été très largement financé par l'ADEME et par un certain nombre d'acteurs, vise tout simplement à faire en sorte que votre canapé, que votre électroménager, l'ensemble de ce que nous avons dans notre quotidien, eh bien, au lieu de partir à la benne, il devient une matière première recyclable, réutilisable, etc., etc. Et ça, finalement, c'est quand même revenir à des choses qui ne sont pas si lointaines. Nos parents, nos grands-parents avaient déjà cette conscience de la richesse de chaque chose. Et que globalement, un outil, on ne s'en séparait jamais, un objet, on se disait, il pourra avoir une utilité à tel endroit, etc., etc. Je crois que ça, c'est quelque chose qui prend vraiment très largement dans la conscience des citoyens aujourd'hui, que finalement, on peut avoir un rôle majeur sur la nouvelle vie des objets. Et ça, je trouve que c'est particulièrement exaltant. Et c'est surtout un pouvoir d'achat quand même qui est rehaussé. Faire réparer son micro-ondes au Repair Café de votre maison des habitants, de votre centre social, c'est quand même largement plus intelligent que de le bazarder dans la poubelle et de se dire on va le racheter alors que les composants ont été fabriqués à différents endroits de cette planète. C'est aussi se dire qu'on a besoin de réindustrialiser aussi notre pays et de se dire que ce sont des filières de demain, ça. C'est l'industrie de demain. Au lieu d'envoyer nos déchets partout, en Espagne, en Italie ou dans plein d'autres pays, nous avons à construire ces filières. La neutralité carbone à l'horizon 2050 passera par une industrie, et ce mot, il faut l'assumer vraiment, du recyclage qui permette tout simplement de donner une nouvelle vie. Et ça se construit. Ce sont des filières que nous devons construire dans chacune des métropoles et des territoires, sans forcément en faire que l'objet des métropoles d'ailleurs. Le recyclage, c'est un sujet que connaît très bien Rosalie Mann. Alors, le recyclage du plastique, c'est pas une bonne idée. Non. Alors voilà, si on veut décarboner, il va falloir déplastifier. Donc effectivement, recycler, c'est très important, mais par contre, faire attention à quelle sorte de recyclage, avec quels matériaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, la question du plastique est vraiment devenue une question de santé publique,
nous ingérons tous des nanoparticules de plastique qui vont jusque dans nos organes, comme le cerveau, les testicules, le placenta, les fœtus. Tous nos enfants naissent prépollués aujourd'hui. Donc c'est vraiment une question de santé publique et de climat, parce que comme je vous l'expliquais, ça va dans l'atmosphère et ça a un impact direct sur la formation des nuages, des intempéries, etc. Donc oui, il faut recycler, mais ça dépend de quoi et pour faire quoi. Parce que si c'est pour réemployer du plastique issu de la pétrochimie et pareil pour recycler des matériaux toxiques, ça n'enlève pas sa toxicité. Ni le fait, aujourd'hui nous savons, des études le montrent, qu'un plastique recyclé issu de la pétrochimie génère plus de microparticules et de nanoparticules qu'un plastique vierge. Toutes ces données, il faut les mesurer, les comprendre et ne pas faire comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire investir toutes nos subventions, les budgets dans ces centres de recyclage de plastique qui nous remettent en circulation ce produit toxique. Après, pour l'urbanisation, comme je l'expliquais, on va en avoir besoin. Là, c'est vraiment plus dans nos objets du quotidien, l'emballage, les textiles, les choses comme ça. C'est pour ça que c'est très important, c'est un sujet assez complexe qu'il faut savoir mesurer et comprendre dans sa globalité. Est-ce que finalement, quand on entend Christophe Herré nous dire qu'il faut réindustrialiser, en tout cas l'industrie doit servir aussi, vous parliez tout à l'heure de revenir à des choses que nos ancêtres ont connues, la laine, le bois, le verre, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi besoin d'être revalorisés dans les objets du quotidien ou peut-être justement pour éviter de faire appel au plastique? Absolument, il faut investir dans le verre. Le verre, c'est une industrie qu'on a complètement délaissée. Quand on voit Duralex qui est en difficulté, je ne comprends pas. C'est très important. Nous sommes la 2e puissance mondiale maritime. Il y a une alternative qui est biosourcée, qui sont les algues brunes, qui sont un véritable matériau d'avenir dans lequel nous n'investissons pas suffisamment. Nous n'investissons pas suffisamment dans le verre. Le verre, nous sommes capables de le faire incassable, léger, à base d'algues, beaucoup moins polluant, qui dégage beaucoup moins de gaz à effet de serre, notamment au niveau du recyclage. Toutes ces choses-là, on les a complètement abandonnées pour se focaliser uniquement sur le recyclage du plastique qui est issu de la pétrochimie. Ça n'est pas possible. Ça va faire partie aussi de l'adaptation qu'on va devoir faire, d'autant que le reste du monde s'investit déjà là-dedans. C'est comme si le monde avançait sans nous, et c'est pas possible. Il va falloir que la France prenne aussi une part de marché dedans. C'est beaucoup d'économies en jeu et c'est beaucoup d'emplois possibles. Merci à tous les trois, le temps nous est compté, mais merci pour cet éclairage et puis pour cette lueur d'espoir, puisqu'on imagine qu'il y a quand même des solutions qui existent et c'est à tout le monde de s'en emparer. Merci. Merci beaucoup.